Et donc, en fait, cette expédition à deux composantes, donc à terre en mer, ça s'appelle Trek. Vous avez le petit logo ici. Là. Trek. Trek, ça veut dire Traversing European Coastlines, donc traverser les côtes européennes. Nous, on gère toute la partie en mer. On a environ 50 protocoles qui sont faits. Il y a de la chimie, il y a de la biologie, de la biologie moléculaire, il y a de la microbiologie, il y a de la physique, il y a du prélèvement aérosol, on a des petits aspirateurs en haut des mains. Et à terre, ils font les mêmes protocoles, mais évidemment adaptés à leur milieu, etc. Le même protocole donc pour qu'on puisse comparer tout ça. En fait, on trace ce qu'on appelle des transects, donc c'est des lignes imaginaires, des lignes virtuelles, qui vont de 1 ou 2000 des côtes, suivant comment on peut s'approcher, nous Tara, jusqu'à la terre, et entre les deux, ce qu'on appelle les shallow waters, c'est en gros l'eau jusqu'à mi-cuisse. Vous voyez ici, hein, Tara est là, et là vous avez un scientifique de l'EMBL, vous avez les mêmes photos si vous voulez les tourner derrière les cartes. C'est un scientifique de l'EMBL qui, donc le camion il garé en gros sur la côte, ils ont prélevé à terre, et il prélève aussi dans les shallow waters, donc ici, si vous avez un tête de la personne, ça fait 1 m, 1 m 50. Là. Et donc les mêmes protocoles pour comparer tout ça, et l'idée c'est de comprendre le transfert des polluants. Pourquoi vous êtes rentré dans les terres jusqu'à Lyon? C'est une bonne question. C'est la seule. Ouais. C'est une bonne question, c'est pas pour faire de la science. En fait, nous on a arrêté la science il y a quelques temps, en novembre, parce qu'en fait, si on prélevait aussi en hiver, ça fausserait les échantillons. Nous on veut des échantillons comparables, mais les différences qu'on aurait dans les échantillons si on prélevait en hiver seraient dues aux températures, seraient dues à la baisse d'activité microbienne et de la vie en général l'hiver, et pas à une différence de milieu en soi. Voilà pourquoi on s'est arrêté. Et donc, dans cet intervalle de temps où on ne prélevait pas, on a voulu venir ici à Lyon pour faire une escale de sensibilisation. Donc on est là que question pour parler aux gens, faire ce qu'on fait ici aujourd'hui avec vous, hein, et pour expliquer en fait surtout à quel point ces milieux sont connectés. C'est-à-dire que nous on étudie le lien entre la terre et la mer, mais en fait entre la terre et le fleuve et l'océan c'est la même chose. Donc c'est pour ça qu'on est à Lyon, c'est pour ramener l'océan au cœur de Lyon. Vous avez vu, on a 2 mâts de 27 mètres qui ne passent pas les ponts, hein, donc on a dû les enlever, on les a remis, etc. Donc c'est une grosse logistique. Et on a voulu les remettre parce qu'en fait on amène l'océan au cœur de Lyon et en incarnant un peu cet océan dans ce milieu-là, voilà, ce qu'on dit c'est ce qui se passe à Lyon, ce qui se passe dans le Rhône, ce qui se passe dans l'océan global. Voilà. C'est l'idée de notre transfert à Lyon. Et donc je vais vous parler un peu plus technique là, de comment on fait ces échantillonnages et ces prélèvements, etc. Vous avez ici l'appareil vraiment classique, indispensable de tout bateau océanographique. Est-ce que vous avez une idée de son nom? Ah non, j'ai pas de. Si, vas-y, essaye. C'est des bouteilles d'oxygène? Alors non, on dirait, mais c'est pas ça. Une sonde. Alors c'est pas une sonde, c'est pas le nom. On pourrait un peu dire que une de ses utilités serait de sonder, mais ça porte le nom d'une charcuterie bien de chez vous. Ouais, qui dit rosette? C'est une rosette. Exactement. Donc la rosette c'est composé de 2 parties. Vous avez ce carrousel de bouteilles, qui sont en fait des bouteilles vides, hein, il n'y a rien à l'intérieur. Et vous avez ici un ordinateur, donc on a enlevé pour réviser, hein, un ordinateur. L'idée c'est que on prend cette rosette, on la tire, donc le scientifique et les marins quand ils bossent, hein. Vous avez des rails ici, vous les amènez derrière, ici vous avez le câble, celui-là là. Ça, là c'est la rosette, le câble il est jusqu'ici, et à l'intérieur il y a un treuil avec environ 1000 à 1500 mètres de câble suivant les conditions. Là actuellement on prélève que en surface, donc je n'utilise pas beaucoup la longueur du câble. Ce câble il est connecté électroniquement, ce qui nous permet en gros, quand le bateau est à l'arrêt, d'envoyer la rosette. Et sur la rosette, vous avez aussi des capteurs physiques donc, qui nous renseignent sur la turbidité de l'eau, la pénétration de la lumière, la salinité, la température, etc. Et donc, quand on rentre dans un espace où par exemple il y a de la fluorescence, on le détecte, pour nous ça veut dire qu'il y a du plancton. Nous on étudie beaucoup de plancton, donc à ce moment-là on peut dire à la rosette de prélever. En gros ça se passe de la manière suivante. Vous avez des petits crochets qui sont avec l'ordinateur comme ça. Donc, toutes les bouteilles, quand on met la rosette à l'eau, toutes les bouteilles sont ouvertes, en haut et en bas c'est pareil. Hein. Et donc quand on rentre dans une zone qui nous intéresse, si on est à 300 mètres par exemple, on voit qu'il y a de la lumière, l'essence, on dit ok on va faire la bouteille numéro 7, et là le petit crochet il libère le bouchon en bas, on remonte un peu, on est à 100 mètres, on veut aussi prélever, on va faire la bouteille numéro 8. Et après le tout on la ramène à bord, quand elle est pleine ça fait environ 200-300 kg quoi, parce qu'il y a plus de 150 ou 200 litres d'eau, je ne sais plus exactement dans cette bouteille. On la remet ici. Et là vous avez
des petits robinets en bas, truc blanc. Et derrière vous, vous avez des petits tuyaux en plastique. On connecte les tuyaux au robinet blanc ici, et on envoie directement l'eau dans le wet lab, donc le laboratoire humide qui est derrière vous. Ça s'appelle aussi la baraque à frites, voilà, quand on navigue avec le marin. Et donc dans la baraque à frites, dans le wet lab, on conditionne les échantillons. En fait, on fait en sorte que les échantillons d'eau ne touchent jamais l'atmosphère extérieure, qu'ils ne soient pas modifiés. Et on les conditionne, on les met souvent dans différents niveaux de conservation. En dessous, là, vous avez deux bidons de nitrogène liquide qui est à moins 196 degrés. Donc, parfois, on les met dans le nitrogène liquide, parfois, on les met dans les congélateurs qu'on a à l'avant du bateau, qui font moins 40, moins 16, moins 12 et plus 4 degrés. Donc, suivant le protocole et ce qu'on va étudier. Et ensuite, quand on a fait tout ça, on renvoie tous les échantillons au laboratoire partenaire, donc notamment le LBL dont je vous ai parlé, qui lui, on dispatche au CNRS, au CEA, etc., suivant les spécialités. Si on veut faire de la physique, si on veut faire de la chimie avec, etc. Et on étudie principalement, donc je vous disais, le plancton. On fait principalement de la microbiologie. Est-ce que vous savez ce que c'est le plancton? La nourriture de baleine. Ouais, exactement, entre autres, ouais. Des êtres des micro-organismes qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Très bonne réponse. Exactement ça, entre autres en fait, parce qu'il n'y a pas que ça. Pour le plancton, c'est une définition qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est tous les organismes qui dérivent avec le courant, donc qui n'ont pas la capacité de lutter contre le courant. Les poissons par exemple, ils pourraient remonter le Rhône là, mais le plancton, c'est tous les organismes qui dériveraient à 3 nœuds dans le cours de l'océan. Donc le plancton, on l'étudie déjà avec les échantillons d'eau qu'on prend ici, on l'étudie surtout avec ça. Ça s'appelle le phytoplancton, le deuxième. Ça, vous avez vu la taille, hop. Et ceci s'appelle le collecteur. Et on fait passer donc des litres d'eau suivant le nombre d'eau qu'on va étudier. Ensuite on récupère le collecteur. Et en fait à l'intérieur on récupère de la matière organique concentrée. Donc il y a toute l'eau s'est échappée et tous les organismes qui ont une taille supérieure à la maille du filet, ils restent à l'intérieur et donc on a vraiment beaucoup de plancton pour très peu d'eau. Et après ça c'est pareil, on fait comme avec les échantillons d'eau, on les conditionne suivant les protocoles et on les envoie au laboratoire. Donc là c'est les deux grands outils qu'on a. On a aussi en haut du bas des pompes, des petits aspirateurs qui renvoient directement au wet lab. On a aussi ici un endroit pour étudier justement ces aérosols, donc la chimie qu'il y a dans l'air, etc. Avec, comme je vous l'ai dit, l'idée d'étudier le transfert des polluants et surtout l'impact de ces polluants sur le microbiome marin. On étudie beaucoup la chimie, on étudie les pollutions chimiques dues au plastique, dues aux phytopharmaceutiques, donc aux intrants agricoles, et dues aussi aux usages sanitaires à la pharmacie, quoi, en gros à nos médicaments, etc. Vous avez des questions jusque-là? Moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi on étudie le plancton? Ouais, tu l'as dit, une des raisons c'est parce que c'est la base de la chaîne alimentaire. Donc, en fait, nous on veut comprendre comment il réagit aux pollutions qu'on a. Parce qu'en fait, notamment le plastique, ça peut avoir comme conséquence d'appauvrir la chaîne alimentaire. Parce que dès le plancton, il y a certains plastiques qui sont tellement toxiques que rien que leur présence en fait, stresse les microplanctons, les phytoplanctons ou les zooplanctons, donc les animaux ou les végétaux. Et donc ce qui fait que de base, elles ont moins d'énergie pour se reproduire, etc. Donc il y en a déjà moins. Et surtout, elles ont moins d'apport calorifique pour les maillons supérieurs de la chaîne alimentaire. D'ailleurs, on dit plutôt rhizotrophique. Chaîne alimentaire, c'est un peu un schéma linéaire. En fait, c'est plutôt en étoile. Donc, en vrai, on dit rhizotrophique en science. Et donc, c'est déjà une des conséquences. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Et surtout, le plus important, c'est que le plancton, et en particulier le phytoplancton, donc les micro-organismes qui sont des micro-algues, elles font comme les plantes à terre, elles font de la photosynthèse. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de CO2 et de lumière. Faut tourner maintenant là? Bah, je finis ça. Et donc elles ont besoin de lumière et de CO2 pour produire de la matière organique et des sucres. Enfin, plutôt de l'oxygène et des sucres de la matière organique, quoi. Et donc en fait, une bouffée sur deux d'oxygène que nous on prend, c'est grâce au plancton. 50% d'oxygène disponible à l'espèce humaine et à plein d'espèces animales viennent du plancton en fait. Les autres 50% c'est les arbres et d'autres systèmes de photosynthèse qui existent dans la nature. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse, parce qu'en fait, les pollutions chimiques, les activités anthropiques peuvent aussi avoir une conséquence sur le rôle de capteur de carbone et de producteur d'oxygène du plancton.
tout à l'heure, vous disiez, comme prélevé là en dérive par exemple, les microplastiques restent intégrés dans le prélèvement ou ils sont séparés ou on a une notion de concentration de microplastiques par volume? Ouais, on a ça effectivement. En fait, nous on s'est intéressé au plastique aussi. Ouais. Après, c'est intéressé au plancton. On a fait une expédition sur le plancton qui s'appelle Tara Oceans, qui a duré 4 ans. Et en fait, effectivement, à force de récupérer du plastique dans nos filets, parfois c'était même 50-50, en Méditerranée par exemple, il y a beaucoup de plastique. 50-50. Ouais. 50-50, et ben en fait, il faut s'intéresser au plastique, parce qu'en fait ça devient un élément tellement prégnant dans tous les environnements, et en particulier dans la mer, qu'on est obligé de s'intéresser. Donc voilà, en effet, on est confronté au plastique quand on s'intéresse au plancton, bien sûr. Du coup, le CO2 que vient utiliser le plancton, il est dissous. C'est être vivant terrestre se dissout dans l'océan et après il retransforme en dioxygène et paf, il repasse dans le... Un oxygène disponible. Alors pas directement, absorbé. il y a une grosse partie qui est remobilisée directement en gros par les autres organismes en surface, mais il y a une partie du coup qui est libérée d'un oxygène et qui redevient disponible pour nous les humains. Oui, évidemment, les poissons respirent aussi le dioxygène dissous qui lui-même avait été fabriqué par le plancton. Ok, merci. Voilà. Après là on peut rentrer dans les chimiques protons, pardon. Ouais, on va tourner, on va aller voir alors. Et donc les petits loups, On voit le tour du monde ou... comme il nous On expliquait, vient dès qu'on peut, on escale. Et moi, je vais cette naviguer guide sur le sonde, bateau aussi vous un la peu. trouvez en photo, Mais et en fait, c'est ils ont les rails, effectivement, ça coulisse, et après ça va jusqu'à cette dite poulie. Ici, ils la font descendre, et là, c'est les commandes, et une fois qu'ils ont pris leur truc, donc regardez, c'est bien vide. Et donc, comme vous pouvez le voir, là-dedans, c'est vide. C'est juste une sonde qui est dedans, c'est ça? Alors c'est des bouteilles vides qu'on remplit avec de l'eau qu'on prélève à différentes couches de l'océan, différentes profondeurs. Ok, d'accord. Merci. Bonjour, bienvenue à bord. Moi c'est Dave, je suis chef mécanicien à bord. Là-bas ils vous ont plus fait la science, non? Oui. Il y en a qui connaissent le bateau, l'âge du bateau. Donc c'est le bateau a 34 ans. Ouais, 34 ans. Il est 89. Et c'est l'ancien bateau de Jean-Louis Etienne, Antarctica avant il s'appelait, hein. C'est la photo qui est là. Il avait construit pour faire une dérive arctique, une prise en glace en fait. Là il est pris en glace aussi mais c'était au Spitzberg. Et faute de financement, du coup il n'a pas fait cette dérive. Hein. C'est pour ça qu'il a cette forme là en fait. Il est assez rond, on appelle ça comme noyau d'olive, ouais, voilà, on ne peut pas les serrer. Donc après je vous expliquerai après, il faut quand même tout remonter quoi, parce qu'autrement il y a tout qui casse dessous. On verra après, quoi. Et il s'en est quand même servi pour faire sa transantarctica en fait, quand il a traversé l'Antarctique, ils étaient à 6. Donc ils l'ont déposé d'un côté et récupéré de l'autre avec le bateau. Donc voilà. Après il est resté dans le port de Camaret. Ils sont restés à bord quand vous dites qu'ils l'ont déposé d'un côté et récupéré de l'autre, ils sont pas restés à bord? Ben non, parce qu'ils traversaient l'Antarctique, ils étaient 6 à traverser l'Antarctique en fait. Ok, C'est la Transantarctica qu'il a fait, avec des D'accord. chiens de traîneau. ok. Ils avaient amené des chiens là-bas alors qu'il n'y en a pas normalement, mais bon, ils ont récupéré quand même. Ils ont pas laissé là-bas? Bah non, il n'y a pas de chiens en Antarctique, il n'y a pas d'ours non plus. Et donc, oui, ils ont déposé et récupéré de l'autre côté. D'accord. Donc voilà, après il est resté à Camaret, donc à moitié à pourrir dans la vasière à Camaret. Et après il a été racheté par... Comment? Et après il a été racheté par Peter Blake, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Peter Blake. Là, il était je ne sais pas si c'était en Arctique ou en Antarctique, il a fait les deux aussi. Il a appelé Seamaster, et lui il avait racheté, en fait c'est un néo-zélandais qui a gagné plusieurs coupes de l'América, un navigateur reconnu. Et il l'avait acheté pour sensibiliser à l'environnement, préservation des océans, et donc faire des expés. Et il a fait plusieurs, Antarctique, Arctique, et sa dernière, il est décédé à bord sur l'Amazone en fait. Et les pirates qui sont venus, et voilà, ça s'est passé là dans la timonerie. Hein. Et après, il est resté à Newport, pareil, donc il y avait quand même beaucoup d'acheteurs, mais sa femme, Pippa Blake, elle ne voulait pas le vendre à des personnes pour faire de la
on va dire, du charter ou bateau de propriétaire en fait. Elle voulait que ça continue à faire pour faire de la science en fait. Donc de là, c'est Agnès B, son fils et Étienne Bourgois qui ont racheté le bateau. Donc depuis, ils l'ont racheté en 2003, donc ça fait 20 ans. Donc il y a eu plusieurs petites expés au début, comptage d'oiseaux, Groenland, il y a eu les montagnes du silence en Géorgie du Sud, avec les sourds et muets. Et après ils ont fait la dérive arctique que Jean-Louis Etienne n'avait pas pu faire, dont le bateau a été fabriqué pour ça. Donc de Tixi là-haut dans la Sibérie en fait, et il est ressorti un peu sud donc au Groenland, un peu sud du Spitsberg. Donc là on le voit, là ça c'était la prise en glace en fait. Donc après il est pris partout, si vous allez voir sur le site, hein, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de photos. Des fois on le voit à peine le bateau, il est vraiment dans la glace. Et même pris comme ça, à l'intérieur, il fait pas froid. Comment? Même pris dans de la glace comme... Ah si, il fait dedans, frais, il mais fait- alors c'est frais quand même. Ah, mais il fait frais quoi? C'est 5, 2, 3 mois? Ça dépend. Alors en fait, il y a une chaudière. On a une chaudière quand même. Ouais. On a le chauffage central à bord. Hein. On n'a pas le choix parce que vu que c'est un bateau polaire, il va. Il y a une grosse isolation. Donc il y a dans chaque cabine, on a un chauffage. C'est une chaudière qui tourne au gasoil ou au HVO. Je vais en revenir tout à l'heure. Hein. Et avant, il y avait un petit poêle qui était dans le carré qu'on a supprimé parce que maintenant, ça a été compliqué avec la chaudière quand même. On a eu pas mal de. Ça a été un peu chiant. Ça chauffait par endroits, pas partout, enfin bref. Et du coup, juste une question, en termes de vocabulaire, une dérive arctique, c'est quoi? C'est une prise en glace. C'est-à-dire qu'il est coincé dans la glace. Ouais, il est coincé dans la glace, donc là c'est la prise en glace. Ok. Et après, il bouge? donc en fait c'est un tapis roulant. C'est un tapis roulant. C'est le deuxième bateau dans l'histoire qui a fait ça. Il se laisse pousser par les glaces. Voilà, il s'est fait prendre là et d'un courant qui descend là. Alors il y a le Fram qui avait fait ça de Nansen en 1897 ou un truc comme ça. Et eux ils avaient mis 3 ans. Donc eux, Tara, ils ont mis 507 jours. Donc il y avait 8 tonnes de nourriture en cale avant. Oui, il n'y a pas de ravitaillement, mais juste Comment? il faut être autonome tout à Ah l'heure. oui, mais il y avait trop, parce que moi j'ai pris le bateau à la sortie de la dérive, là, au Spitsberg justement. C'était quoi, de quoi On manger. a encore mangé pour 6 mois après, on a encore à manger. Vaut mieux prévoir large. Comment? Vaut mieux prévoir très large, Bah ouais, j'imagine, ouais. parce que si ça part un peu d'un côté ou de l'autre. Non, et en fait pendant la nuit polaire, on ne peut pas faire de rotation. Il y a eu des rotations qui ont été faites Des rotations de personnel. ouais, Il n'y a pas de ravitaillement, rien. l'été, donc faire une piste, c'est des pelles. Hein, donc, bon, Du coup, ils ne savaient pas du tout combien de temps ils allaient mettre. pour non, faire ils ne savaient pas. C'était basé sur le Fram, mais voilà. Alors si vous allez voir sur le site, vous allez voir que justement la fondation, là, c'est en train de construire un autre bateau qui s'appelle la TPS, la Tara Polar Station, pour faire que étudier vraiment l'impact qu'il y a en ce moment l'Arctique en fait. Quoi. Donc ça va être des prises en glace en permanence. Elles permettent de. Et savoir- une fois que c'est ressorti, ils reviendront. Alors il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas trop aller dans ce coin-là. Parce que là c'est des tourbillons et en fait on ne peut plus sortir. En fait. Ah, c'est cool. Bah si, mais ça peut prendre des. Enfin bref, c'est pas. Et au niveau de la J'ai fait structure du 7 bateau, tours, c'est ma Je sais petite plus ans. comment ça s'appelle, c'est un nom. Mais... et au niveau de la structure du bateau, lors de Alors. toute la prise en glace, il n'y a rien qui a bougé, Non, tout non, s'est bien non, passé. Non, non. Donc du coup je vais venir à la structure du bateau. Donc il fait 36 mètres de long. Non, et donc alors il fait 36 mètres de long, 10 mètres de large, au mètre beau, ce qu'on appelle le mètre beau, c'est l'endroit le plus large, au niveau du carré. 2 mètres 27 mètres. On essaye de naviguer au maximum à la voile. Après c'est suivant le temps, les impératifs de temps aussi, où il faut être à tel point en fait. Il y a quand même de la surface là, la misaine, on appelle le mât de misaine, c'est le mât de l'avant, donc c'est une goélette de mât identique. 130 mètres carrés et la voile du mât de gélé 122 mètres carrés. Alors autrement devant on a le Yankee qui est à la place des drisses bleues et rouges, on les a mis pour tenir les mâts, mais en fait il y a un état de Yankee avec un gros rouleur. On l'a laissé à Port Saint-Louis-du-Rhône parce qu'on a obligé de démater pour venir. Et donc lui il fait 150 mètres carrés.
on manœuvre tout à la voile, avec les moulins à café, là. Tout à la main. Et donc voilà, on a quand même un winch électrique qui est derrière, là. Celui-là, là. Alors celui-là on s'en sert, c'est quand on fait l'écart. Quand on fait l'écart de nuit, il y a toujours un marin, un scientifique. Justement, c'est quand on a le Yonki qui est. Si on doit empanner, on ne peut pas empanner, dérouler en fait, parce qu'il passe pas avec les têtes de trinquettes. Au banc et devant. Et on est obligé d'enrouler, donc pour éviter de réveiller tout le monde, en fait, c'est vrai qu'on s'en sert que pour ça. Des fois, pour envoyer un gars dans le mât, là, dans le mât de misaine, parce que dans le mât, on a les marches. Pour aller au Nigbi là-haut. Le Nigbi, c'est qu'on navigue dans les glaces. Le mât de misaine, c'est là où ça monte pour voir au loin. Parce que des fois, il faut faire des détours quand même pour Tourner autour un peu. c'est pas un brise-glace ce bateau. Hein. On peut monter sur la glace, la casser et ainsi de suite, mais les icebergs, si c'est vraiment encombré, il y a un gars qui monte là-haut, VHF, et puis Mario Kart. on se guide comme ça. Quoi, voilà. Et pour information, pour démonter le mât pour venir jusqu'ici, ça a pris combien de temps? Le démontage et le remontage des mâts? 2-3 jours, dématage. Et rematage pareil, parce qu'on est obligé d'enlever les barres de flèche aussi. Hein. Parce que ça fait 8 mètres, donc ça passe pas sur la route. Ah, donc Parce qu'ils sont venus c'est la première fois ils sont venus en camion de Port-Saint-Louis de Rhône à ici, là, qui est Édouard Herriot. D'habitude on les mettait sur le pont en fait. Il a des été, PR en bois il a et été tout. regré au niveau des conteneurs là-bas, c'est ça? Ouais, on a rematé On là-bas. le voyait bien depuis le périph' et tout. Et donc voilà. Donc dériveur intégral pour prise en glace. 2 dérives. On remonte là avec des sangles, c'est ce qu'il y a sous les sangles de chaque côté là. Donc avec les moulins à café aussi, c'est les seules choses qu'il y a en acier à voir. Comment? Le bateau, j'ai pas dit, il est en aluminium. Ah ouais, entièrement en aluminium. Et 2 dérives à côté comme ça, comme un biki? C'est pour le gain de poids en fait. Ça se déforme, c'est mieux. Et puis c'est plus costaud aussi pour aller dans les milieux polaires. Quoi. Et plus il fait froid, il faut savoir que l'aluminium, plus il fait froid, plus c'est résistant en fait. Donc il fait 120, 130 tonnes à vide. Donc voilà, et les dérives elles se remontent entièrement. Donc là on est à 2,50 m. Au lieu de 3,50 m, c'était pour passer des écluses et puis ça se remonte entièrement. Donc voilà. Elles sont comment? Vous avez dit comme ça? Non, vous voyez, elles sont là, on les voit comme ça, mais non, elles sont droites dessous. Hein. Elles sont droites dessous, quoi. Elles sont. Voilà. Bah non, de toute façon, on les voit pas. Ça serait comme un biki, elles sont l'une à côté de l'autre, c'est ça? Ouais, Ok. c'est pas un biki, c'est pas pareil. Oui, non, mais je sais, Ah ouais. mais enfin, je vois. Ok. Là, c'est impressionnant. Elles sont droites. Les biki, c'est pas droit. Ouais. C'est incliné. Elles sont inclinées, d'accord. Ok. Donc voilà. C'est impressionnant. Ouais. Comment? Là, vous n'avez pas revu. Bah, ils sont à 2,50 m. Là, si tu viens voir là, tu vas voir qu'il y a un petit trait là. On sait qu'on est à 2,50 m. C'est un gros, comme une nage. Quand on voit plus la sangle, elles sont à 3,60 m. Ah, ok, d'accord. Et autrement, on les remonte entièrement. Ok. Et derrière, il y a 2 safrans qu'on remonte aussi entièrement avec la baume, le bout de la baume. Un palan, il y a une trappe sur le pont et on les met sur le pont, puis comme ça. Et 2 cages d'hélice, et comme ça, pendant la prise en glace, il n'y a plus rien dessous. Et puis, voilà. Ça, en fait, ça c'est fait que contre-poids. voile. C'est fait pour faire contre-poids. Et donc, on a quand même 2 moteurs de 350 chevaux, 3 groupes électrogènes pour l'énergie. Il n'y en a que un qui tourne en général. Et donc voilà. Donc autrement, on tourne au HVO. On fait pas mal, on met du HVO dedans. Ah ouais. L'HVO, c'est de l'huile de friture qui est raffinée. Donc c'est déjà existant. Qui est récupéré, qui est raffiné et hydrogéné. Comme ça recrache zéro. Donc voilà. Ça, plus les voiles, impeccable. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, de rien. Et c'est ça les petits loups qui vous permet de remonter et descendre les voiles. Donc soit tu le fais manuellement, comme il nous a expliqué, tu le fais électroniquement. Et là-haut, c'est là où la vigie se met, pour dire ce qu'il voit au loin et ce qu'il ne voit pas. Et là, mes petits loups, c'est ainsi que s'achève notre périple Tara. Donc j'espère que vous avez apprécié, que vous auriez l'idée de venir. Et ça, c'est le parcours que Tara a fait en fait.
Et les lignes, voici les légendes. Donc petite sympa sortie, en plus elle est gratuite, il faut s'inscrire. Bon, le problème c'est que c'est déjà tout bien bouclé. Le plus simple ce serait de venir sur place, de voir comme moi j'ai fait, s'il y avait des places. Et il y a eu des désistements de dernière minute. Et c'est ainsi que j'ai pu rentrer dans le très beau Tara. Alors en fait, comme il vous l'a dit, le bateau est fait en aluminium. Et vous imaginez, naviguer dedans, c'est magnifique. Ça, c'est le Tara. La visite, elle est franchement sympa. En direct des quais du Rhône, du quai de la Confluence, ce joli bateau de croisière, cette goélette que nous voyons. Bon les petits loups, c'était la goélette Tara. Allez, bonne journée à vous, ciao.